en France, les chars d'assaut. Alors parmi ces Américains qui arrivaient au Havre principalement, est arrivé un certain Patton qu'on retrouvera durant la Deuxième Guerre mondiale et qui était un fervent admirateur des chars. Alors, une petite histoire aussi véridique, le général Mangin, qui était un des généraux de l'armée française, qui était un homme très dur, il assiste à l'arrivée des Noirs, des Sénégalais, au Havre. Et il a eu cette phrase malheureuse quand il les a vus arriver, à consommer avant l'hiver. Pourquoi? Parce que ces hommes noirs avaient le problème des pieds gelés. Ils venaient de leur Afrique natale où il faisait 40 degrés, ils arrivaient dans l'Est où il faisait moins 15, moins 20. Donc les pieds gelés, c'était affreux. Alors, 1918, donc on arrive à la victoire, mais comme si les Français n'avaient pas assez souffert, et puis les Allemands ont inventé une autre guerre, celle qui touchait les civils. C'est-à-dire qu'ils ont créé un énorme canon que les journalistes français ont appelé la Grosse Bertha. Pourquoi? Parce que c'était des canons de la firme Krupp en Allemagne, et la fille Krupp était, disons, assez gironde, et donc les journalistes, pour se moquer, disaient la Grosse Bertha, parce que la fille s'appelait Bertha. Et c'était un canon qui balançait des obus à 120 km de Paris. Vous voyez un peu. Il y a eu énormément de morts dus à ces bombardements. Vous voyez, la Bertha, Dorothée Fraulein tourne. Alors, vous savez que dans le malheur, il y a toujours quelqu'un qui profite du malheur des autres pour s'enrichir. Et justement, à la même époque, est créé Nénette et Rintintin. Alors voilà, Nénette et Rintintin, c'était deux petites poupées en morceaux de laine qui étaient fabriquées par Margoulin à Paris, uniquement à Paris, et il vendait ça dans les rues. Et il disait à celui qui l'achetait, vous arrivez chez vous, vous le pendez dans votre logement, dans votre maison, et votre logement sera protégé des obus de la Grosse Bertha. Vous voyez un peu d'escroquerie, parce que ça a marché tellement bien qu'il a créé Nénette et Rintintin et Rodoudou, le petit. Ils avaient fait un petit, bien sûr. Et je peux vous dire qu'à la fin de la guerre, ce monsieur s'est vite expatrié parce qu'il était poursuivi pour escroquerie. Parce qu'effectivement, il avait profité de la peur des gens de l'époque. Alors, maintenant, on va arriver, bon, bien sûr, 1918, il y a eu la grippe espagnole, bien entendu, qui a fait énormément de morts, mais c'est très difficile d'en parler parce que c'est comme le Covid à l'heure actuelle, on ne sait ni trop les tenants et les aboutissants. Alors, on sait que ça a été une grippe assez sévère, et puis il y a eu aussi des écrivains morts à la fin de la guerre, ou tout au moins le plus connu c'est Guillaume Apollinaire, et puis un dont vous devez connaître, Edmond Rostand, qui est mort et qui avait créé Cyrano de Bergerac. Tous les deux sont morts, Apollinaire de la grippe, Edmond Rostand de blessure. 1918, c'est la première création des CCP, c'est-à-dire les comptes à la poste. Alors maintenant, nous allons attaquer les nouveautés dues à la Grande Guerre. Et c'est là que vous allez voir qu'on ne pensait pas que ces objets datent de cette époque-là. La première des choses, c'est la montre bracelet. Alors en fait, à l'époque, la montre bracelet, c'était dans un gousset. La montre dans un gousset. Et puis, dans les tranchées, bien sûr, cette montre, en rampant, il l'a cassée. Donc, ça a commencé à râler un petit peu. Alors, l'État a créé la boîte à montre. Vous voyez, un exemplaire là. Voilà.
on glissait la montre à gousset à l'intérieur et on l'attachait, on la mettait dans le gousset. Mais toujours pareil, même défaut. Alors, l'État a essayé de trouver une solution, il a créé la montre bracelet. Donc c'était un bracelet en cuir, assez gros quand même, c'est pas discret, dans lequel on glissait la montre à gousset. Et on portait ça. Vous voyez un peu, c'est lourd, hein, comme à côté de nos montres à l'heure actuelle. Donc, on a copié les Américains, parce qu'avant, on se rasait, les hommes se rasaient avec le coupe-chou qu'on appelle. Vous voyez, vous avez dû sûrement en connaître quelques exemplaires. On a essayé un genre de gilette américain, le premier modèle, mais c'était pas commode, les gens se taillaient facilement. Ah, il manque. Non. Non, non. Et donc, on est arrivé au rasoir Gillette, mais c'était le premier modèle. Vous voyez, c'est américain, bien sûr. La différence, c'est qu'il fallait soulever cette pièce, on mettait la lame qui était beaucoup plus fine, et on cliquait. On se rasait comme ça. C'était américain, bien sûr. Après, au niveau des tranchées, les hommes allaient adopter le pyjama. Pourquoi le pyjama? Parce que dans les tranchées, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sortaient juste la veste et quelquefois le pantalon, mais dessous ils avaient... Caleçon. Oh. Un caleçon. Hein? Un caleçon. Oui, un caleçon. Voilà. Avec l'âge, les mots échappent. Et donc, ils étaient habitués à se coucher comme ça. Se coucher. C'était sur un lit en paille, par terre, etc. Mais quand ils sont rentrés chez eux, ils ont conservé, ils ont demandé à avoir un pyjama, parce qu'ils ont trouvé que c'était beaucoup plus facile. On a inventé le tube, comme le tube de dentifrice actuel, et puis les boîtes de conserve. Il y avait Sopiquet, il y avait Connétable, les sardines, etc. Et il y a eu, au niveau de la santé, avant d'aborder la partie santé, il y avait également des cas soupçonnés de folie. Mais en fait, c'était et des mutilations volontaires, c'est-à-dire qu'il suffisait qu'un homme lève la main comme ça au-dessus à trancher. À un moment ou à un autre, un éclat d'obus, une balle allait traverser la main, et donc il partait du front. Pendant quelque temps, il était sauvé. Sauf que ces blessures un peu douteuses, les médecins disaient oh, c'est douteux, c'est pas normal. Et donc les officiers étaient beaucoup plus vigilants, et dès qu'un soldat essayait de se faire blesser volontairement, il était sévèrement puni. Il y en a même qui ont perdu la vie, parce que c'était un cas de désertion, quelque part, et donc c'était fusillé. La médecine a fait énormément de progrès, notamment le plus célèbre et qui est le plus connu à l'heure actuelle, c'est l'eau de Daquin. Le docteur Daquin était un médecin qui s'était aperçu que pour nettoyer une plaie, les hommes urinaient sur la plaie. L'urine contient de l'ammoniac, donc ça nettoyait la plaie. Et le docteur Daquin a mis au point cette eau de Daquin, dont j'ai eu l'honneur de bénéficier il y a quelque temps lors d'une opération. On a créé également des voitures radio. Vous voyez un peu, c'était un poste de secours, mais c'était le minimum. Des ambulances prêtées par les Américains, toujours pareil, les fameux Ford. Et puis, Marie Curie a implanté dans des véhicules, c'est elle là, des radios. Et on commençait à faire une radio dans le véhicule. Et ces véhicules ont été surnommés les petites Curies. Il y a eu un reportage il y a quelque temps à la télévision qui parlait justement, vous voyez, de ces véhicules radiologiques.
Voilà exactement comment fonctionnait à l'intérieur. L'homme était, elle avait une sorte de visière. Et puis, dans les soins, on a utilisé le baume du Pérou et d'autres nouveaux, notamment au niveau secours pour les amputés, pour ceux qui n'avaient plus ni bras ni jambes. Braille aussi a créé un genre de une machine à écrire spécialisée pour les aveugles. Ici, pour les civils, donc on l'a vu tout à l'heure, l'avance de l'heure, et puis véritablement l'éclosion de la publicité. À l'époque, on parlait de réclame, dont le plus célèbre, c'est Banania, qui date de 1917. La vache qui rit. Alors, pour ceux qui sont un peu forts en français, vous remarquez un W. Alors, tout simplement pourquoi? Parce que le vache écrit, tourne, voilà. Le vache écrit avec un W, c'est en allemand, c'est le gardien dans les camps de prisonniers. Ça s'appelle Wache, mais ça s'écrit vache W. Et donc, le prisonnier qui est rentré chez lui à la fin de la guerre, il travaillait à la vache qui rit, et puis à un moment donné, il cherchait un logo un peu commercial, comme on dit maintenant, et il a dit, tiens, pourquoi on ne mettrait pas la vache qui rit? Mais la vache avec un W. Tourne. Autre, le tube du soldat, vous voyez, il y avait tout un tas de tournes. Là, c'est la montre de la victoire, parce que dès 1918, tout était à la victoire. Les nouilles lustres crus, vous voyez, tous ces réclames datent de l'époque. Alors ça, c'est quoi ça? Eh bien, c'est tout simplement une trottinette électrique, 1917. Vous voyez? Bon, c'est différent, hein? Vous avez la batterie, vous avez tout un tas de choses, mais 1917 à Paris. Les femmes, un grand rôle durant cette guerre de 14-18, beaucoup plus qu'en 1939, parce que énormément d'hommes étaient partis à la guerre et donc il fallait les remplacer. On voyait des femmes conduisant le tramway, ma grand-mère a été une de ces femmes, des femmes qui portaient le courrier, qui commençaient, pour la première fois on a vu des femmes dans la banque, jusque-là c'était formellement interdit. Donc, elles fabriquaient les obus, on les appelait les obusettes. Alors, nouveauté pour les femmes toujours, dès 1915-16, apparaît aux États-Unis les jupes Jusserand. Alors pourquoi Jusserand? Parce que M. Jusserand était un ambassadeur français aux États-Unis. Il en avait assez de voir sa femme rentrer du marché avec le bas des jupes ou des robes pleines de boue, sale. Et donc il a commencé à remonter la hauteur des jupes. Et comme je dis, alors du côté des soldats, c'était une honte, parce qu'il disait, pendant que nous, on se fait trouer la paillasse, nos femmes montrent les bottines. S'ils revenaient maintenant avec des mini-jupes, qu'est-ce qu'ils diraient? Parce que c'était vraiment très... Hein, on voyait juste la bottine. Tourne. Une autre spécificité de 14-18 qui a été reconduite en 39-45 et qui a été copiée par tous les pays, c'était les marraines de guerre. Alors la marraine de guerre, c'était quoi? Qui est toujours utilisée quand ils étaient au Mali, nos soldats étaient au Mali et tout, ça a continué. Le rôle de la marraine de guerre était d'écrire aux soldats qui qui n'avaient pas de famille ou qui étaient des zones occupées, qui ne pouvaient pas recevoir de courrier de ces zones-là. Donc, au départ, elles écrivaient. Puis, elles ont envoyé des courriers. Puis, ça s'est un petit peu dévoyé. Parce que les soldats qui arrivaient en permission, ils passaient tous par Paris. Donc, la première des choses, ils allaient voir la marraine. Alors, certains avaient... Tu peux tourner.
certains avaient donc certaines marraines tricotées. Voilà, un diplôme de marraine. Et donc, ils arrivaient à Paris, ils tapaient à la porte de la marraine. Quelquefois, c'était une superbe nana, comme on dit maintenant, et quelquefois, c'était une gamine ou un gamin ou une mémé de 80 ans. Et donc, la surprise était terrible, parce que le marrainat a été très vite dévoyé. Même à la fin de la guerre, certaines marraines se sont mariées avec le filleul, avec le soldat à qui elles écrivaient. Et souvent, c'était un peu dramatique. Notre pépère Viviès du Fort de Vaux, il me racontait que lorsque la première permission qu'il avait, il est parti, donc il arrive à Paris, il se précipite chez la marraine, et puis, et bien sûr, il m'a dit j'ai oublié de descendre à Toulouse, parce qu'effectivement la marraine était jolie et il s'est passé des choses. Donc voilà un peu. Alors 1917 aussi, c'est la première grève des femmes, des midinettes. Alors les midinettes, c'était quoi? C'était des femmes qui travaillaient dans les trucs de couture, dans les grands centres de couture. Pourquoi midinettes? Parce que elle mangeait à midi, elle coupait la journée de travail à midi, donc c'était surnommé les midinettes. Et pour la première fois, les femmes osent faire grève, parce qu'en fait, celle qui était mariée avait le mari au front, mais il y avait une petite pension donnée, mais qui ne pouvait pas nourrir la famille. Donc elles se sont mises à travailler. Et puis quelquefois, on disait aussi, l'État disait, écoutez, il faut lutter avec nos soldats, donc vous allez bosser un peu pour faire avancer les choses. Dans les écoles, pareil. Il y avait une école où on apprenait à faire la guerre. Vous voyez, le soldat en question, il est bien jeune, il avait un fusil, en bois bien entendu, tourne. Et puis il y avait des scènes de combat. Vous voyez, c'était des gamins qui jouaient à la guerre. Mais c'était un jeu dirigé. L'instituteur, on ne le voit pas, mais il est derrière et il dit comment il faut faire. Souvenez-vous, donc c'est le rappel que l'on faisait aux gamins à l'époque. Au niveau du religieux, il faut savoir que, comme dans tous les drames, on cherche une protection un peu plus haut. Et les soldats portaient le Sacré-Cœur, le cœur sacré de Jésus. Alors, au début, ils le mettaient sur la capote, sur la tenue. Et on racontait qu'une balle était arrivée, elle avait touché le Sacré-Cœur de Jésus, elle était tombée sans blesser le militaire. Bien entendu, c'était la propagande. Et à tel point que les officiers, lorsqu'ils se sont aperçus de ça, la loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État, donc ils ont interdit de mettre le Sacré-Cœur sur le truc, ils le mettaient à l'intérieur. Et il y avait aussi des charlatans qui prévoyaient la mort du Kaiser, la fin de la guerre dans l'année, etc. Et il y avait également une illuminée qui s'appelait Madame Ferchaud, qui voulait mettre le Sacré-Cœur de Jésus sur le drapeau français. Bien sûr, les politiques l'ont reçu et puis ils l'ont remercié grandement parce qu'elle avait un problème quelque part. Alors le souvenir, ça passe par cette image que je trouve extraordinaire. Vous avez le père qui travaille son champ sous les pas de son père et le corps de son fils. La mère est là qui pleure. Et là, c'est la partie tranchée avec le soldat qui est blessé mais qui arrive vers la victoire. Vous voyez, c'est très symbolique parce qu'on voit que le père travaille sur la tombe de son fils. 1916, je l'ai dit, c'est la bataille de Verdun. Et le soldat inconnu a été
été désigné, voilà, je cherchais le mot, à Verdun, à l'intérieur de la citadelle. Alors on voit la cérémonie, c'était le soldat du 132e d'infanterie, Auguste Thym, qui a été chargé de désigner. Alors, à l'origine, ce devait être martiniquais. Manque de chance, le matin de la cérémonie, ce pauvre martiniquais a été pris de coliques très violentes. Il a été envoyé à l'hôpital et il est mort dans la journée. Et donc c'est Auguste Thym qui l'a remplacé. On le voit ici. Alors son problème, il y avait 8 cercueils. Comment faire pour désigner celui qui allait partir sous l'Arc de Triomphe à Paris? Alors il a réfléchi, puis il a déposé le bouquet sur le 6e cercueil. Pourquoi le 6e? Parce qu'il était au 132e d'infanterie, 1 et 3, 4 et 2, 6, donc il a déposé sur le 6e. Voilà, et on voit ici le départ du cercueil de Verdun pour aller vers Paris, pour être mis sous l'Arc de Triomphe, même si au départ on ne devait pas le mettre là. Le souvenir, c'est aussi des monuments. Bien sûr, vous en avez vu un peu partout. Alors, ça part du coq, bien sûr, le représentant de la France, puis le laurier, le blessé, etc. Tourne. Et il y a 3 monuments pacifistes, c'est-à-dire ceux qui sont contre la guerre, contre tout ça. Et le premier, c'est le voilà, c'est à Jiangsu. J'ai jamais su trop prononcer ce mot. C'est voilà, Jiangsu, dans la Creuse. Tourne. Alors, toujours que maudite soit la guerre, aux enfants, là c'est Équeurdreville, c'est dans la Manche, et puis il y en a un autre dans la Savoie. Ici, une particularité, les soldats sont désignés nus. Pourquoi? C'est un monument qui se trouve en Alsace. Et pour éviter, vous savez qu'en Alsace, il pouvait y avoir des soldats français et des soldats allemands. Et pour éviter les problèmes, les soldats sont représentés nus. Comme ça, il n'y a pas de souci. Alors que si on avait mis les deux en tenue de français, les Allemands les râlaient et vice-versa. Donc en les présentant nus, il n'y a plus de problème. Celui-ci est particulier puisque c'est une mère qui pleure ses 2 fils tués au combat. Les animaux n'ont pas été oubliés. Ici, on voit un soldat avec un âne. Les ânes ont subi, comme les chevaux d'ailleurs, ils ont subi la guerre de plein fouet, à tel point que c'était des ânes d'Afrique, donc pas très grands. Dans les tranchées, ils pouvaient transporter le matériel et l'alimentation pour les soldats. Mais si vous voulez, pour éviter qu'ils aient peur, parce que c'est des animaux, ils avaient peur, hein, l'obus qui éclatait de l'âne pouvait les effrayer. On tirait un coup de feu près des oreilles, on les rendait sourds, comme ça ils n'avaient plus peur. Les chevaux blancs, on était... C'est fini? On était arrivé à les peindre en noir parce que comme ça ils étaient beaucoup moins visibles. C'est les collégiens